Bon, on va y aller du coup. Pour nous présenter, nous on est trois étudiants actuellement en dernière année d'études au sein de l'ESEO. Du coup, nous on a développé l'année dernière en fin d'année trois projets qui a en fait été inscrits dans notre option qui est objet connecté, dans lequel on a pu développer donc trois projets différents et je vais commencer par vous présenter le projet de station météo connectée dans lequel je fais partie. Donc moi je m'appelle Nathan Sauger. Pour ce projet, en fait, le but de ce projet-là a été déjà pensé d'une part personnel, en fait, parce que mon père est viticulteur. Et du coup, j'avais envie de mettre en place dans ces vignes des stations météo connectées pour pouvoir récupérer donc, toutes les données météorologiques et on puisse faire des analyses, des traitements ou des alertes. Par exemple, notamment pour les périodes de gel ou les vents pour tout ce qui va être traitement dans les vignes. Après, ce projet-là a pour but d'être un peu plus généraliste et de porter vraiment sur tout type d'agriculture. Du coup, l'objectif a été de créer donc, des stations autonomes reliées à un moyen de, enfin, un récepteur central. Donc, on va y retrouver donc, différents capteurs météorologiques. On va y retrouver également l'intégration de technologies qui s'appelle le LoRa, donc, que je vais détailler juste après. Et on va y retrouver une station qui va être autonome en énergie, donc sans besoin d'apport filaire. Donc pour cette technologie-là, on a étudié pendant notre cursus notamment les technologies des LP1, qui sont une technologie en fait de radio longue portée et basse consommation. Dans cette technologie de radio, on va y retrouver deux grandes catégories. Donc une grande catégorie qui va être au niveau cellulaire, on va retrouver le LTE-M et le NB-IoT qui sont portés sur de la 4G et sur de la 5G. Donc c'est des protocoles, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont faits pour porter loin, mais du coup consommer moins, ce qui induit d'envoyer moins de trames, et qui sont vraiment principalement dédiés pour des projets IoT comme ce type de projet-là, où on a juste besoin de recueillir des données de capteurs. De l'autre côté, on va retrouver deux autres réseaux qui vont être sur des bases de fréquences différentes, qui vont être en Europe sur du 868 MHz, aux États-Unis sur de 915 et côté Asie à 433 MHz. Cette technologie-là, en fait, sont des réseaux opérés. Alors juste pour le Sigfox, où on va avoir un abonnement et Sigfox est propriétaire. Donc ces deux technologies-là sont des technologies françaises. Les deux ont été créées par des startups françaises. Donc d'un côté Sigfox qui va être un réseau privé et de l'autre côté LoRaWAN qui va être porté par la LoRa Alliance, qui est un réseau public dans lequel on peut s'opérer en toute simplicité en ayant des passerelles et en paramétrant les passerelles comme les caractéristiques demandées par la LoRa Alliance. Donc nous, on a choisi de développer notre projet autour de la LoRa Alliance qui permettait une plus grande simplicité d'intégration de notre système. Donc pour vous expliquer un peu plus clairement le fonctionnement du LoRa, enfin du LoRaWAN, du coup on va retrouver en fait des capteurs qui vont envoyer leurs données en radio par la technologie LoRa sur des passerelles. Et ces passerelles-là vont en fait centraliser les données puis transmettre sur des serveurs généraux. Et ces serveurs-là vont ensuite stocker les données en temps réel qui peuvent être ensuite envoyées sur des serveurs applicatifs et ensuite transmis sur des applications de type ordinateur, web ou smartphone. Du coup, nous, pour notre projet, donc on avait un cahier des charges assez fourni, on va dire, avec toutes les données météorologiques agricoles communes, que ce soit sur des données sur l'air, sur les températures d'humidité, sur de l'ensoleillement, sur de la localisation aussi des stations. Donc on va retrouver pas mal de capteurs qu'on a dû intégrer pour ce projet-là. Et avec trois principaux critères qui vont être donc la faible consommation, avec du coup un choix très spécifique des composants et des systèmes microcontrôleurs utilisés. On va avoir du coup l'étanchéité du système qui doit être positionné du coup en extérieur.
donc l'intégration dans un boîtier étanche, et du coup son autonomie qu'on a développée avec un panneau solaire autonome et une recharge avec une cellule en lithium. Au niveau de l'architecture de notre système, donc qui est assez complexe, on va retrouver en fait en module central un microchip de chez ST qui intègre directement le LoRa qu'on a choisi d'utiliser. Et on va retrouver, on va dire, cinq grandes familles. Tout ce qui va être en violet vont être tous les capteurs et un affichage local qu'on a voulu rajouter pour avoir un affichage disponible juste au niveau de la station et pas seulement au web ou en applicatif après. On a la partie également toute alimentation en bleu. On va retrouver donc le panneau solaire, un régulateur de charge, une batterie et tout ce qui va être régulateur de tension au niveau du système. On va avoir également une partie test après PC et tout ce qui va être envoi de données qu'on a tout refait sur notre carte qu'on a développé. Donc tout ce qui va regrouper l'antenne, switch et tout ce qui va être module d'adaptation et d'impédance. Et ensuite toute la partie réception des données donc côté passerelle avec l'intégration donc sur une Raspberry et avec du stockage sur une base de données et possiblement une application web qu'on n'a pas eu le temps de finir, mais avec juste une interface graphique simple d'implémentation. Du coup, au niveau du projet, donc on a développé principalement une carte, donc basée, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une carte, sur un microcontrôleur ST, donc qui intègre le protocole LoRa et du coup une base consommation. Tout ça en langage C, évidemment. Et on a utilisé en fait un réseau open source qui est The Fix Network, ou en fait qui est un réseau collaboratif sur du LoRa et qui permet en fait à tout à chacun de se connecter avec ses passerelles programmées sur ce réseau-là et ensuite d'extraire ces données de ce réseau-là pour ensuite gérer toute la partie applicative. Donc côté hardware, comme je l'ai précisé, on a développé donc entièrement notre PCB qu'on a réalisé donc, notamment avec un logiciel qui s'appelle Altium Designer et en intégrant donc toute la partie radio également qui nous a posé pas mal de difficultés et de complexité et avec donc, tous les capteurs, le module batterie juste à côté. Et tout ça en fabrication industrielle avec un prestataire qui s'appelle Eurocircuits dans lequel on a fabriqué notre carte. Après, au côté mécanique, du coup, pour les différents, donc on va dire deux modules principaux. On va retrouver donc tous les capteurs quasiment, que j'ai cité tout à l'heure pour avoir tous les besoins pour recueillir toutes les données citées. Donc que ce soit le pluviomètre, le gyromètre, l'anémomètre ou un baromètre avec un thermomètre et un hygromètre. On va avoir également une sonde aussi déportée qui va pouvoir être mise au sol ou au niveau de la feuille, par exemple typiquement pour l'application Vigne. Et après on va retrouver notre boîtier principal, on va retrouver donc l'intégration de notre carte dans un module imprimé en 3D au fond et avec un support pour avoir un panneau solaire exposé pleinement au soleil et les antennes et le bouton de sélection on va retrouver pour choisir dans un petit écran toutes les données qu'on peut voir directement sur la station. Donc on a pu tester notre projet en conditions réelles. On a réussi à apporter jusqu'à 1 km, donc ce qui est une bonne chose d'après plusieurs études qu'on a pu faire, parce qu'on a été limité en fait par rapport à la taille des antennes qui était de seulement 20 cm, donc ce qui réduit en fait le champ d'émission surtout en réception. Avec du coup une actualisation des données dans un duty cycle qui est défini par la LoRa Alliance, qui est de 1% d'émission en fait, pour ne pas surcharger la bande passante. Et du coup avec l'affichage en temps réel des données de tous ces capteurs. Donc on a retrouvé pas mal de difficultés quand même dans la conception de ce projet-là. Donc ça soit par la crise des semi-conducteurs qui nous a obligés de changer nos choix premiers de composants. On a également, du coup, comme je l'ai cité, donc la limitation avec les antennes ou encore l'intégration mécanique de petits composants comme du BGA, où on a testé vraiment les limites de la possibilité qu'on pouvait faire à l'école sur tout ce qui va être soudure. Et ou encore, comme je l'ai cité tout à l'heure, la partie RF qui était très complexe à mettre en œuvre
et intégré qui est très sensible à la moindre changement et la moindre perturbation au niveau de la taille des pistes, au niveau de la taille du PCB, etc. Du coup, pour conclure, donc ce projet-là a été réalisé en seulement 3 mois. Donc on est plutôt très satisfait du résultat obtenu, qui est un prototype qui reste viable, qui n'est pas optimal mais qui reste viable, avec du coup une petite interface graphique simplifiée où on peut voir toutes les données actualisées avec un temps de données. Et donc on a pu faire du coup cette interface utilisateur là, et après dans le futur l'idée c'est de développer donc toute la partie applicative serveur avec web et application mobile qui n'a pas pu être développée, et du coup en dehors de l'école, ce projet là pour l'instant a pour but au moins personnel et aidé par 2 de mes camarades de continuer, et du coup de développer une deuxième version avec en rectifiant les problèmes rencontrés. Notamment l'intégration au départ, le choix d'intégrer le panneau solaire à l'intérieur, c'était un point de vue pratique pour éviter, pour isoler vraiment, avoir une isolation parfaite, sauf qu'on s'est rendu compte que le panneau solaire avait un effet de chauffe forcément qui n'a pas été anticipé. Donc du coup une revue mécanique du système qui est déjà en œuvre et qui est toujours en travail. Et du coup on devrait recevoir aussi également le mois prochain une antenne avec un gain beaucoup plus élevé de 12 dBi. Alors que là, les antennes qu'on a actuellement sont seulement de 5 dBi, qui nous permettraient en théorie de porter jusqu'à quasiment une dizaine de kilomètres. Voilà, et du coup de développer une deuxième version dans les mois ou années qui viennent en fonction de notre temps, et après se posera la question ou pas du possible départ d'industrialisation pour ce projet-là. Merci à vous. Et du coup, on va passer au second projet. C'est Mesh. Ouais. Bonjour à tous. Alors, quant à moi, je vais vous présenter donc, le projet MeshNode. Donc, c'est un projet qu'on a porté à 4 lors de notre 2e année du cursus d'ingénieur. Donc, en fait, on est parti d'un constat assez simple. Dans une problématique un peu d'environnemental. Aujourd'hui, il existe de nombreux systèmes pour mesurer des paramètres qui vont influencer la santé des gens. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'air qu'on respire tous, on sait tous que forcément ça va influencer notre santé. En fait, on ne retrouve pas beaucoup de systèmes qui vont permettre en toute autonomie de mesurer la qualité de l'air, mais on va dire un système entièrement portable qu'on va pouvoir déplacer et qui ne dépend pas d'un réseau fixe, d'un réseau filaire. Vraiment un système qui serait vraiment modulaire et à laquelle on pourrait mesurer tout type de site, une forêt, une usine, ou même aller dans le désert si on le souhaite, pour pouvoir obtenir des mesures. Et donc à partir de là, on s'est dit, en fait, ce qui pourrait être sympa, c'est d'élaborer un système complet, composé de plusieurs modules qui seraient tous autonomes et qui viendraient donc communiquer entre eux, donc à travers un réseau maillé, via le protocole LoRa justement, que je vais détailler un peu plus tard, afin de mesurer donc la qualité de l'air, donc à travers plusieurs variables, l'humidité, la température, mais aussi le CO2 et les COV. C'est les composés organiques volatiles, c'est typiquement l'odeur désagréable quand on fait de la peinture, ce qui est odeur un peu chimique. Donc là, vous êtes peut-être quelques-uns d'entre vous à vous dire qu'est-ce que le LoRa ? En fait, le LoRa, c'est une technologie de modulation radio qui va permettre en fait une communication sans fil à très bas débit, mais avec une faible consommation électrique. Donc typiquement, pour comparer quelques protocoles qui sont très connus, le Wi-Fi, le Bluetooth, on est sur les applications à dire domestiques, puisqu'on voit que la portée est très faible. Donc en fait, après, on avait le choix entre utiliser du LoRa ou du GSM. GSM, c'est tout ce qui est 2G, 4G, réseau téléphonique. Dans les deux cas, on retrouve une portée qui est assez satisfaisante. Simplement, le GSM, on a un très gros débit de données qui en fait n'est pas forcément intéressant dans le cas où on a juste 4-5 capteurs qui effectuent des mesures. Et donc forcément, ce fort débit implique une forte consommation. Donc dans notre cas, on a préféré choisir un protocole avec un débit plus faible, mais donc qui va consommer beaucoup moins. Et la grande force du LoRa, c'est que soit on peut choisir de l'utiliser avec une passerelle, donc comme le projet précédent, mais on peut aussi l'utiliser de manière entièrement personnalisée en faisant du point à point. C'est-à-dire qu'on va avoir la maîtrise complète sur la trame qu'on envoie, la trame qu'on reçoit, et avec un réseau vraiment privé, sans être dépendant d'antennes installées dans la nature ou d'opérateurs privés. Donc on va retrouver ici donc, un module autonome donc, qui embarque un panneau solaire pour l'autonomie énergétique, une antenne pour pouvoir être indépendant au niveau de notre réseau LoRa point à point, et donc un boîtier d'acquisition
donc qui est étanche forcément et qui va intégrer notre PCB sur lequel on va retrouver différents capteurs et différents composants sur lesquels je vais revenir en détail juste après. Donc on dispose d'un module autonome, mais on peut en avoir plusieurs. Nous, dans notre cas, on en avait fait 3-4. Et en fait, tous ces modules autonomes, on va pouvoir les dispatcher, donc comme sur le schéma, par exemple, autour d'une usine pour mesurer la pollution de l'usine. Et en fait, ils vont tous chercher à viser un module maître, qu'on va rentrer dans les paramètres. Et la particularité de ce module maître, c'est simplement un module autonome à laquelle on va venir rajouter une petite Raspberry Pi qui va embarquer en fait une base de données pour pouvoir récupérer toutes les données. Et après, c'est à l'utilisateur de choisir comment il exploite cette base. Nous, dans notre cas, si vous passez par notre stand, on a fait une petite interface graphique pour visualiser rapidement les mesures. Mais en soi, à partir d'une base de données, on peut imaginer un tas de solutions. Donc comment c'est réalisable d'un point de vue hardware? On a tout d'abord fait une étude énergétique en partant de l'hypothèse qu'on aimerait tenir environ 10 jours d'autonomie. Donc avec une consommation moyenne de 5,34 mAh. On a donc dimensionné une batterie de 1500 mAh qui donc se recharge avec un panneau solaire en environ 10 heures avec un très fort ensoleillement. Et donc en fait toute cette gestion de la batterie, à quel moment on la recharge, à quel pourcentage de charge elle se trouve, en fait c'est géré par des modules. Donc là c'est un module de Texas Instruments, donc qui est tout fait et ça nous permet d'avoir une solution qui est assez stable et qui est fonctionnelle dès le départ. Et on a aussi mis à disposition un connecteur de charge USB-C pour pouvoir le recharger manuellement, mais c'est pas le but. Donc ensuite, une fois qu'on a eu fait cette étude énergétique, on a donc conçu nous-mêmes notre PCB, donc en se basant sur toutes les différentes datasheets qui sont à notre disposition. Donc on a souhaité intégrer un microcontrôleur de chez ST, donc la gamme WL. En fait, c'est des microcontrôleurs qui permettent directement, qui mettent directement à disposition le protocole LoRa sans passer par des modules externes qu'on vient rajouter. Donc en fait, toute la partie radiofréquence est directement intégrée au PCB et donc designée par nos soins. Donc ça, c'était une partie assez compliquée. On a du coup forcément toute une protection CEM pour éviter au maximum les perturbations. Et donc ensuite, on a utilisé donc différents ports du microcontrôleur. On a mis à disposition des liaisons UART, SPI ou I2C pour pouvoir communiquer avec la Raspberry et les différents capteurs. Je reviendrai un peu plus en détail. Forcément, on a dû mettre aussi à disposition plusieurs connecteurs d'antenne pour pouvoir relier notre antenne pour le LoRa. Et donc, comme je le précisais, on retrouve un shield CEM pour protéger le microcontrôleur des perturbations extérieures. Donc ensuite, justement, les différents capteurs qu'on a choisis, on en a choisi deux. On a choisi le HTS 221 donc de chez ST, qui nous permet de mesurer simplement l'humidité et la température. Il nous renvoie ces données-là donc en I2C. L'I2C, c'est un protocole de liaison série. Et on a choisi ensuite un deuxième capteur, donc le CCS 811, qui lui va nous permettre de mesurer donc le CO2 et les COV. Également en communication I2C pour récupérer les données de manière super stable. La petite particularité de celui-là, c'est qu'il a besoin d'une calibration d'environ 24 heures en température et en humidité. Donc on va utiliser les données du capteur au-dessus assez simplement. Donc au niveau des capteurs, on a aussi tout un travail software. On a dû développer nous-mêmes les librairies. Mais bon, ça se fait bien. Donc ensuite, si vous vous souvenez, au tout départ, je vous ai parlé d'un réseau maillé. Donc là, vous me dites, en LoRa, réseau maillé, ça se fait pas tellement. Donc en effet, on a développé nous-mêmes toute la partie software liée au maillage technique. Donc je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. En fait, dans un premier temps, de manière assez simple, chaque module va identifier son environnement proche. Et en fait, chaque module intègre une matrice qui va stocker toutes les distances entre les différents modules. Donc en lui configurant combien de modules on va retrouver, elle va être capable de savoir combien de modules potentiellement on peut retrouver forcément. Donc ici dans le cas où A, il va envoyer des requêtes et va recevoir en fait une rémission en RSSI, donc c'est un signal en décibels. Et donc à partir de là, elle va être capable de savoir quel est le module le plus proche et le plus lointain. Et donc avec ces valeurs-là, on va les stocker sur la ligne de la matrice qui correspond à ce module. Ensuite, les différents modules vont venir communiquer entre eux pour partager cette matrice et on va dire compléter les lignes manquantes pour connaître en fait tous les chemins des différents partenaires et pouvoir ensuite en fait optimiser le chemin parce que c'est quand même le but. Et donc justement ici dans l'hypothèse où la station de base serait le module A et que le module D vient d'effectuer une mesure, assez simplement elle va pouvoir calculer en fait en utilisant donc la théorie des graphes et l'algorithme de G. Castra, c'est un mathématicien néerlandais.
assez facilement, en fait, ça va calculer donc, le chemin le plus court. Et donc, bon, dans le cas où les 4 capteurs peuvent communiquer entre eux, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais en fait, l'intérêt d'utiliser un réseau maillé, c'est de pouvoir étendre la portée en faisant communiquer un capteur A avec un capteur D ou E, qui initialement ne peuvent pas communiquer entre eux de par leur portée. Typiquement, c'est l'exemple ici, dans le cas où E n'a pas de contact direct avec A, la grande force du maillage, c'est de pouvoir en fait retrouver A sans forcément avoir de contact direct au premier abord. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre d'étendre encore plus la portée initiale. Et donc, par exemple, de pouvoir vraiment mesurer tout autour d'un site ou sur des distances linéaires assez élevées. Enfin, au niveau de la station de base, d'un point de vue software sur la Raspberry, bon, cette Raspberry elle est reliée en UART directement à un module autonome, donc qui lui est identifié comme station de base au niveau software pour savoir où il se trouve. Et donc on intègre dessus une base de données, mais ça, je vous apprends pas grand-chose. Donc voilà, pour conclure rapidement, au niveau des difficultés d'un point de vue hardware, on a rencontré pas mal de problèmes au niveau des radiofréquences. C'est vraiment pas simple à mettre en œuvre. Et forcément, on a aussi été impacté par la crise des composants. C'est un projet qui dure que 3 mois, donc entre le temps de choisir les composants, puis ensuite de valider vraiment leur fonctionnement et de se faire livrer, c'est assez compliqué. Et au niveau de l'impression du PCB, on n'a pu en imprimer qu'un seul. On n'a pas pu faire de pré-série. Donc c'est un peu, du coup on se retrouve vraiment avec un prototype plutôt qu'un produit fini. Après au niveau du PCB, c'est nous qui avons posé quand même nous-mêmes les composants, on a les outils à l'école, donc ça c'est super. D'un point de vue software, on a utilisé les librairies pour le LoRa, donc qui étaient déjà fournies, mais la compréhension de celle-ci était assez complexe. Et on a dû aussi être confronté à des problèmes d'envoi et d'émission. Et lorsqu'on envoie et qu'on était censé recevoir quelque chose, comment on gère ces cas-là, puisqu'on est en fait rapidement aveugle, puisque c'est le même module qui émet ou qui reçoit. Donc en fonction de ce mode de fonctionnement, on peut perdre des trames. Et on a été aussi un peu déçu par la portée du LoRa, qui théoriquement est très élevée, mais en pratique, en fait, comme on a des très petites antennes, quand on a une portée d'1 kilomètre, c'est déjà très bien. Mais voilà, pour conclure, c'était un projet étudiant qui nous a beaucoup appris, et je pense qu'il nous a confrontés à des problématiques qu'on peut retrouver dans le milieu professionnel, où on est assez content du résultat qu'on a pu mettre en œuvre en seulement 3 mois. Merci. Ouais, s'il te plaît. Donc bonjour à tous, moi je vais vous présenter notre projet le e-painting, donc le tableau personnalisable. Donc d'où nous est venue cette idée? C'est qu'en ce moment, malheureusement, on sait bien qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées hospitalisées. Et on sait entre autres que le moral, c'est très important pour guérir. Et on s'est dit qu'on allait essayer d'aider toutes ces personnes-là. Et comment en faisant en sorte qu'ils puissent finalement personnaliser leur chambre pour qu'ils se sentent un peu plus chez eux. C'est pour ça qu'on a décidé de fabriquer ce tableau qui puisse personnaliser. Mais on peut également imaginer qu'il pourrait servir pour faire la gestion d'une salle de planning au sein d'une école, par exemple, pour connaître la disponibilité des salles, ou même lors d'un événement sportif, pour afficher les notes des jurys, les scores, enfin. Finalement, plein d'applications pourraient être possibles. Donc, à partir de ce problème-là, on s'est dit, mais comment notre produit ferait qu'il fonctionne? Parce que les personnes qui sont à l'hôpital, elles ne peuvent pas forcément bouger. Donc on s'est dit, il faut que notre produit puisse être utilisé à distance, il soit très facile d'utilisation et surtout autonome. C'est pour ça qu'on a décidé finalement, on s'est dit, comment ça fonctionne? Avec simplement notre téléphone ou un ordinateur portable, on va pouvoir venir se connecter sur une adresse Internet. On choisit l'image qu'on veut envoyer sur notre tableau et l'image va s'envoyer automatiquement sur le tableau en Wi-Fi. Donc notre solution, pour la détailler un petit peu plus, donc elle est tout d'abord autonome, c'est notre volonté première. Donc pour ça, elle contient une pile, en l'occurrence l'HPO4, on a choisi. Mais pour garantir l'autonomie du tableau, on a choisi d'intégrer également un panneau solaire. Et avec toute la partie, il a fallu gérer toute la partie chargeur de panneaux solaires, avec notamment la gestion MPPT, parce qu'un panneau solaire, ça ne fournit pas une tension continue, donc il faut gérer toutes ces fluctuations. Et également toute la partie jauge de batterie, recharge et chargeur pour ne pas trop charger la batterie ou pas suffisamment la charger. Ensuite, au niveau de la communication pour transférer l'image, on a utilisé un microcontrôleur, le SP32,
qui contient directement toute la partie pour communiquer, ainsi que le web server qu'on s'est servi ensuite, qu'on a amélioré finalement pour pouvoir l'utiliser dans notre produit. Et enfin, bien évidemment, un écran, un afficheur e-paper pour pouvoir visualiser notre image. Le gros avantage de ces écrans-là, c'est qu'ils sont très faible consommation. Ils vont consommer qu'au moment de rafraîchir l'image et après, finalement, ils peuvent être, on peut carrément les débrancher et ils garderont l'image. C'est l'un des principaux avantages de ces écrans-là. Donc, ce qui nous a amené à avoir cette solution développée. Donc, on a notre tableau e-painting, comme vous pouvez voir sur la gauche, avec l'application web server qu'on peut avoir sur le smartphone, ici en l'occurrence. Notre écran e-paper, donc dans notre cas, pour notre preuve de concept, notre écran, il est simplement en noir et blanc et c'est un de petite taille. Mais l'objectif, ça serait après, plus tard, d'avoir un écran beaucoup plus grand, qu'on puisse le voir à l'autre bout de la pièce, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, on a aussi notre carte PCB qu'on a réalisée, où dessus, on a intégré directement le module USB32, toute la partie gestion de l'écran et surtout toute la partie gestion de la batterie qui nous a pris vraiment le plus de temps parce que c'était la partie la plus compliquée. Donc au niveau actuellement, notre produit, quelles sont ses spécifications? Donc il a une interface web server qui est compatible avec tous les univers parce qu'on se connecte directement finalement sur une page internet de n'importe quel appareil. En ce moment, c'est la consommation Wi-Fi c'est le Wi-Fi qui va venir consommer le plus dans notre système parce que il consomme le plus et parce qu'il va venir regarder régulièrement sur le réseau s'il y a une requête qui est arrivée et du coup il faut qu'il se réveille assez régulièrement et finalement c'est cette partie-là qui va venir consommer le plus. Ensuite on a notre écran, donc comme je l'ai dit précédemment, actuellement c'est seulement un 4,2 pouces mais plus tard, on aimerait bien avoir des écrans qui font jusqu'à 15 pouces. Sur notre application, actuellement, on peut stocker jusqu'à 5 photos qui font 400 par 300 pixels. On est limité à ce nombre de photos à cause de la mémoire qu'on a dans le microcontrôleur. Donc après, on peut supprimer certaines photos pour venir en remettre d'autres. Il n'y a pas de souci. Et le point le plus important, en quelque sorte, c'est l'autonomie du système. Si jamais on est dans un endroit qui est complètement fermé ou qu'on n'arrive pas à recharger avec le panneau solaire parce qu'il n'y a pas assez de luminosité, en imaginant qu'on change d'image toutes les 15 minutes, ce qui finalement est relativement rapide, on peut tenir 8 heures. Parce qu'on a mesuré, ça. Donc notre projet, on est très content de ce qu'on a réussi à faire parce qu'il est fonctionnel. On arrive à se connecter sur l'écran e-paper, on arrive à envoyer une image et ça se remet à jour automatiquement. Et la partie chargeur, elle fonctionne aussi. Malgré ça, il y aurait, dans une optique d'industrialisation, de production, il y aurait quelques améliorations à apporter par la suite. Il faudrait tout d'abord qu'on puisse faire des tests sur toute la partie recharge de batterie, mais sur une longue période. Car à l'école, on a été assez limité en temps pour faire le projet et du coup, on n'a pas pu tester la recharge de batterie sur 1 semaine, 2 semaines, 3 mois d'affilée. Ensuite, il y aurait également toute la partie optimisation de la consommation. Car pour l'instant, notre système, il ne consomme pas beaucoup. Mais on sait qu'au niveau du microcontrôleur, on peut optimiser énormément en le mettant en veille beaucoup plus profond, en le réveillant plus que vraiment quand on a besoin ou que quand il y a un signal finalement qui va arriver. Mais on n'a pas eu le temps de s'occuper de cette partie-là parce que ce n'était pas notre priorité au début. Mais c'est vrai que c'est un point qui est très important. Ensuite, il faudrait finaliser également la partie, tout ce qui est gestion de charge de la batterie au niveau questions sécuritaires. Pour arrêter de charger la batterie quand elle est déjà suffisamment chargée ou au contraire d'arrêter le système qui ne puisse pas recharger d'image quand la batterie elle est trop faible. Le niveau il est trop faible. Et une dernière partie, ça serait au niveau de la conversion d'image. Car actuellement, quand on veut transférer une image, en fait, on a pris une image, on l'a formatée nous en amont de notre côté et après on le met dans le système finalement pour l'envoyer.
Et l'objectif final, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est que les clients ils prennent n'importe quelle image qu'ils ont sur leur téléphone et qu'ils l'envoient directement. Et que finalement, ça soit l'application qui s'occupe de faire ce formatage et pas nous en amont, finalement. Voilà. Je vous remercie.